Bonjour, je suis Amandine François, je suis étudiante en deuxième année à la maîtrise en communication internationale et interculturelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler des rapports entre Greenpeace et l'espace public. Donc pour commencer, nous allons nous appuyer sur les propositions de Nancy Fraser, qui a fait une critique de l'espace public selon Habermas, et qui nous parle des contre-publics. Ces contre-publics fonctionnent comme des espaces de repli et de regroupement, mais aussi comme des bases et des terrains pour des actions dirigées contre des publics plus larges. Comme l'expliquait François Aubin, ces contre-publics peuvent être considérés aujourd'hui comme des mouvements sociaux. Pour Jacquion, le mouvement social se développe lorsque les manifestations se font dans l'espace oppositionnel sur le long terme. Ainsi, ces mouvements sociaux sont pour certains portés par des groupes d'intérêts, soit une entité qui cherche à représenter les intérêts d'une section spécifique dans l'espace public. Dans ce cas, nous nous intéressons aux mouvements sociaux définis par Polaire comme des groupes représentant des intérêts non économiques basés sur une croyance ou un principe et représentant l'intérêt de toute une communauté. Par groupe d'intérêt public, nous entendons aussi les formes que celui-ci peut prendre, comme une association par exemple, une organisation non gouvernementale ou ONG, une organisation à but non lucratif. L'association ou l'ONG sont donc des éléments de contre-pouvoir qui font donc référence au contre-public défini par Fraser juste avant. Ils forment un lieu démocratique qui instaure un espace public permettant le développement d'une communauté politique. Nous allons ici nous intéresser à un mouvement social plus précis, une ONG pour être plus exact, qui s'appelle Greenpeace, et au mouvement qui suit donc Greenpeace, soit la sauvegarde de l'environnement. Donc pour parler un peu plus de Greenpeace, en 1971, un groupe d'activistes contre les essais nucléaires intervient en Colombie-Britannique pour manifester leur désaccord avec les essais nucléaires et surtout la faune environnante, soit les baleines. L'événement a permis d'attirer le regard du grand public sur les essais nucléaires et surtout de donner naissance à Greenpeace à ce moment-là. Dans les années qui suivent, Greenpeace continue sa défense de la cause animale et contre les essais nucléaires. Greenpeace aujourd'hui est présente dans 55 pays et son siège social est basé à Amsterdam depuis 1989. On retiendra que depuis sa création, les domaines d'action de Greenpeace ont beaucoup évolué. Greenpeace s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution due aux produits toxiques, à la protection des forêts, à la dénonciation des OGM et des pesticides, à la promotion des énergies renouvelables et de l'agriculture écologique qui va me tuer. Pour Zelko, Greenpeace n'est pas devenu le mouvement révolutionnaire que les plus optimistes de ses fondateurs avaient espéré. Si beaucoup de ses fondateurs à la base venaient plutôt du mouvement de la paix et avec toutes les valeurs qui accompagnent ce mouvement, aujourd'hui il est difficile d'avoir conservé ces valeurs tout au long des années qui ont accompagné Greenpeace. Cette situation crée une certaine confusion quant aux intérêts de Greenpeace et cela se ressent aussi bien dans l'espace public que dans les médias. Ainsi, qu'en est-il de l'espace public? Quelle relation Greenpeace entretient-il avec celui-ci? En effet, en tant que groupe d'intérêt public, Greenpeace se doit de représenter les préoccupations de l'espace public. On va essayer de regarder aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec cette situation. Dans les recherches effectuées, on constate une première problématique de taille, les médias et le conflit d'intérêts qui accompagnent celle-ci. Comme le montre Neveu, les médias peuvent s'avérer être néfastes pour les mouvements sociaux, dans le sens où ils ne reflètent pas toujours la réalité. Cela peut conduire à une mauvaise image et à une décrédibilisation du mouvement lui-même. Dans le même temps, les mouvements sociaux donnent, d'après Neveu, trop d'importance à la presse et recherchent à faire des actions les plus provocatrices possibles, puisque la presse semble rechercher le sensationnel. Ainsi, comme le montre Neveu, cette perte d'autonomie médiatique encourage l'organisation à professionnaliser sa production médiatique, tant dans une logique de source d'information vers les médias, que par la modernisation des outils de communication destinés au public cible et aux militants. Pour l'auteur, c'est un point complexe de générer à la fois l'intérêt du public et des médias sans se corrompre dans son message. Cependant, il retient le travail de Jean-Baptiste Lecavre qui s'intéresse à la communication d'une mairie et qui montre l'importance de cumuler à la fois la légitimité professionnelle et militante qui leur assure ainsi leur autonomie. Autrement dit, le communicateur au sein d'une organisation ne doit pas seulement être le communicateur, mais doit aussi porter ses valeurs militantes. Cela fait aussi fortement écho à deux textes de Dacheux qui s'intéressent entre autres à l'organisation Greenpeace. Ces deux textes sont Repenser la communication humanitaire et les ONG sont-elles victimes des agences de communication. Dacheux retient comme objectifs principaux des ONG la sensibilisation de l'espace public, la communication avec les institutions politiques et l'accès à l'espace médiatique. Mais ces objectifs peuvent rentrer en contradiction les uns avec les autres puisqu'ils répondent tous à des formes de communication différentes. Ainsi, Dacheux montre que pour accéder à l'espace médiatique, les ONG mettent en place des actions notables qui répondent à des techniques de sponsoring et de publicité. Mais Dacheux souligne la difficulté pour les ONG de trouver la balance entre la communication militante qui vise le public et la communication professionnelle qui est dédiée aux médias. D'après l'auteur, ces organisations étant à but non lucratif, le fait d'avoir recours à des stratégies de communication qui peuvent parfois s'apparenter à des stratégies de marketing pourrait corrompre leurs objectifs.
Pour être plus précis, regardons le cas de Greenpeace qui a fait le choix de ce qu'on appelle une communication marketing. Cette communication s'appuie sur l'étude de marché, sur la définition d'un positionnement et sur la mise en place d'un dosage équilibré appelé marketing mix. Pour répondre à ces objectifs, Greenpeace va se focaliser sur différents aspects de sa communication, soit son positionnement, l'importance de la transparence, la crédibilité et l'action directe. Pour Dache, la stratégie Greenpeace est de rendre les problèmes abordés concrets pour le grand public. En ce qui concerne l'action directe, elle peut être à la fois concrète ou bien symbolique, et elle met souvent en personne des militants, et ça a contribué à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe Greenpeace. Greenpeace possédait 4 points forts: son indépendance politique et financière, son organisation, son positionnement clair et stable, et une communication qui paraissait parfaitement maîtrisée. Aujourd'hui, le recours pour Greenpeace à une communication marketing, d'après Dache, remet en question ces 4 forces. Ainsi, pour le public, l'image de Greenpeace aujourd'hui n'est plus si claire. Certes, celle-ci est touchée par les critiques émanant aussi bien de la scène médiatique que de la scène politique, car ils apprécient peu la notoriété acquise aujourd'hui par Greenpeace, mais pour Dache, le problème est dû à la communication institutionnelle. En effet, pour Dache, cette communication institutionnelle brouille les idées du public dans le sens où le positionnement avant très polémique de Greenpeace est effacé désormais dans cette communication. Vient s'ajouter à cela la communication par l'objet. En effet, pour retrouver des sources de financement indépendantes, Greenpeace a décidé de mettre en place une vente d'objets à l'effigie de Greenpeace. Pour Dache, cette forme de vente vampirise le message de Greenpeace et agit comme une entreprise. Pour l'auteur, la forme marchande a tué le fond écologiste. En effet, cette nouvelle forme de communication fait disparaître les objectifs de sensibilisation, de création de débats et de recherche d'engagement chez le public. Pour Dache, ces effets montrent l'inefficacité de cette communication dans l'espace public qui est trop souvent confondu avec espace médiatique et marché. Greenpeace alors perd sa crédibilité auprès de l'espace public et de ses militants de la première heure qui ne se retrouvent plus dans ses valeurs marchandes. Nous noterons tout de même l'étude menée par Derville en 1997, montrant l'efficacité de la communication envers les médias de Greenpeace. En effet, en 1995, Greenpeace s'intéresse aux essais nucléaires qui sont faits en France à ce moment-là, et Greenpeace va mettre une communication en place contre la communication faite par le CIRPA, qui est le service d'information et de relations publiques des armées. Le tapage médiatique mis en place par Greenpeace ne va pas laisser le choix aux autorités politiques et au CIRPA de contrer les accusations. Alors que les sondages montrent que l'opinion publique se sent de plus concernée par les essais nucléaires et se dit même défavorable, le CIRPA et les autorités politiques vont plutôt prendre le parti de décrédibiliser l'ONG plutôt que de s'intéresser au sujet principal, soit les essais nucléaires. Les médias reprennent donc la position du CIRPA qui va mettre l'accent sur la désinformation et la manipulation mise en place par Greenpeace, d'après eux, sur l'opinion publique. Ils vont même aller jusqu'à accuser Greenpeace d'utiliser les mêmes moyens de communication que les services communistes, allant même jusqu'à qualifier l'organisation de mouvance terroriste. Et pour Derville, cela n'enlève rien au travail effectué par Greenpeace et à l'expertise en communication qui a été mise en place à ce moment-là. En effet, les essais nucléaires ont bien eu lieu à ce moment-là en France, mais la communication a permis de sensibiliser l'opinion publique et à contrecarrer la communication qui a été mise en place officiellement. Pour parler de la situation de Greenpeace plus récemment, nous allons nous appuyer sur l'article de Claire Lecoeuvre daté de 2019. En effet, la journaliste parle d'une nouvelle forme de militantisme qui se met en place dans l'espace public et qui se veut de plus en plus basée sur l'action directe. Des personnes qui avant ne s'engageaient pas dans ce genre de mouvement se soulèvent de plus en plus, à l'instar des Gilets jaunes en France. Pour Lecoeuvre, ce nouveau militantisme bouscule les organisations plus traditionnelles telles que Greenpeace ou les Amis de la Terre. Le reproche qui est fait à ces organisations aujourd'hui est de ne plus vraiment prêter attention aux problèmes sociaux à l'heure où justement l'écologie ne peut plus être différenciée de la question sociale. Ce point de vue est aussi partagé par l'historienne Valérie Chansigo, pour qui les mouvements environnementaux ont beau être divers, ils n'impliquent pas la question du progrès social. Ainsi, plusieurs actions ont divisé le mouvement environnemental et cela s'est particulièrement vu au moment des Gilets jaunes. En effet, le 21 septembre 2019, lors d'un des rassemblements des Gilets jaunes, Greenpeace ainsi que d'autres organisations vont proposer un mouvement parallèle pour éviter tout débordement violent. Pour la journaliste, Greenpeace ne représente pas les intérêts des militants de l'espace public qui se tournent alors vers d'autres organisations telles que Extinction Rébellion qui proposent une forme d'action plus radicale et plus directe. On considère donc le fossé qui sépare les critiques qui étaient faites à Greenpeace au début de ses premières actions où on leur reprochait justement d'être trop radicaux et les reproches qui leur sont faits maintenant où on leur dit qu'ils ne font pas assez d'actions directes.
Concernant la critique sur le manque d'action directe menée par Greenpeace, un contre-exemple pourrait être la collaboration qu'ils ont menée avec Nicolas Uriburu en 1998 puis en 2010. Pour la journaliste Isabelle Herman, la collaboration entre cet artiste et cette ONG fait du sens puisqu'ils fonctionnent de la même manière. En effet, l'idée est de s'impliquer au sein même de l'espace public sans en avoir l'autorisation, en engendrant à chaque fois quasiment l'intervention des forces de l'ordre et donc une médiatisation certaine à l'international ou au point de vue national. Ainsi, en 1998, pour s'opposer à la mise en place d'un gazoduc transandin en Argentine, Nicolas Uriburu va profiter de son exposition au Musée national des beaux-arts de Buenos Aires pour s'associer aux militants de Greenpeace. Passant outre l'autorisation du musée, les militants de Greenpeace vont escalader la façade du musée et suspendre une banderole peinte à l'avance par Nicolas Uriburu pour dénoncer le gazoduc avec écrit au milieu de cette banderole « Gazoducto » qui coupe en deux la tête d'un jaguar. Aussi notoire, en 2010, les militants de Greenpeace vont s'associer à nouveau avec Nicolas Uriburu pour colorer les eaux de la rivière Riachuelo à Buenos Aires pour dénoncer la pollution de ce fleuve qui fait partie des 10 sites les plus pollués au monde. Un dernier exemple d'action directe menée par Greenpeace pourrait cette fois-ci se passer en France en 2017, lorsque les militants ont clandestinement monté la tour Eiffel pour suspendre une banderole « Liberté, égalité, fraternité » au moment des élections présidentielles françaises pour contester la montée au pouvoir du Front National. Avec toutes ces informations et ces recherches, nous pouvons donc nous demander si Greenpeace réussit à traduire les revendications de l'espace public. Nous pouvons retenir une des citations de Neveu sur l'importance des mouvements sociaux au sein de l'espace public, soit « Reste que les mouvements sociaux demeurent un acteur clé du processus de déroutinisation et de renouvellement des thématiques et des structures qui font l'espace public ».